Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. We begin the first segment of this newscast in the French language with you, Julien Beth Besai. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. La ville de Banga a plongé dans un marasme économique préoccupant. Les assauts des bandes armées du sud-ouest et la fermeture de la ligne de chemin de fer Bangar-Kumba ont paralysé l'activité économique et la circulation des personnes entre les deux localités. Bangar, la prospérité, est devenue Banga, la morosité. Jacquino Moulan et Jean-Paul Chougnat. Dans la localité de Mbanga, le train n'a plus sifflé en gare depuis presque 2 ans. Cet arrêt des activités de transport a paralysé la circulation des personnes et les échanges commerciaux entre 3 départements. Le Vouri et le Mungo dans le littoral, la Mémé dans la région en guerre du sud-ouest. Il y a ce train. Maintenant, ça ne circule plus. Ça fait que vraiment, il faut le reconnaître. C'est un manque à gagner très important qui pèse sur notre économie en Banga. Il y avait les femmes qui quittaient Kumba. Ils en comme ça, tous les fruits là-bas au milieu, les papayes, les ananas, tous, ils achetaient même les tomates chez moi pour aller à Kumba revendre en panier. Mais comme le train ne marche plus, ils vont faire comment? Ainsi, la fermeture récente du tronçon Banga-Kumba et Mbanga-Konsamba il y a longtemps a des conséquences néfastes sur la vitalité économique de Mbanga, dont jadis les retombées étaient visibles sur le quotidien des habitants de cette localité et toutes les villes environnantes. Commerçants, pousseurs, transporteurs et autres débrouillards y trouvaient leur compte. Ce n'est plus le cas de nos jours. Il n'y a rien qui marche. Rien. C'est ça qui a amené les bagages de Kumba pour ici. Nous-mêmes, on transporte pour aider dans les petites voitures pour avoir notre petit part d'argent. Pour le moment, il n'y a plus rien. Tout est mort. C'est comme la ville morte. Quand les passagers venaient pour attendre du train, c'est ici qu'ils venaient se reposer pour attendre le train. Ils consommaient, ils mangeaient bien. Nous, on peut préparer de la mamie du riz, 2 grandes mamites. Maintenant, on peut plus préparer, mais on peut que la moitié. Je suis dans le mini café resto. Boutique aussi, tout est vide. Il n'y a pas d'argent. On dépense et il n'y a pas d'entrée. Le bar maintenant aussi manque de clients. Pourtant, quand le train marchait encore très bien, le bar tournait. Vous voyez, une chôme. C'est mauvais. Le monde est affecté. Alors, si ce qu'il faut faire, c'est de prier Dieu maintenant. Il faut maintenant Dieu pour intervenir. En plus de cette morosité économique née de la fermeture du chemin de fer, l'arrivée massive des déplacés fuyant la guerre en zone anglophone et les assauts répétés des bandes armées du sud-ouest sur Mbanga ont tué les activités agricoles dans une ville reposant essentiellement sur la cacaoculture, les cultures vivrières et les produits maraîchers. L'insécurité, ça ne va pas du tout. On a peur d'aller au champ parce qu'on n'a pas su de rentrer. Soit on nous kidnappe en route, on nous kidnappe et on demande des rançons. Franchement, la nourriture pourrit au champ, la banane, les plantains, mais les enfants sont en train de pleurer la famille à la maison. Donc ça ne va pas du tout, mon frère. Comme c'est la ville des planteurs, quand le planteur ne marche, quand le planteur n'a rien, vous savez, ça joue sur les paniers ménagers. Il n'y a plus rien qui fonctionne sérieusement en Banga. Donc c'est une ville à demi-mort. Quand tu vois une ménagère venant au marché, elle avait son panier où elle se met devant toi 10 000 tombes. Maintenant, pour qu'une ménagère te donne 2 000 de recettes, c'est dur. Donc ça veut dire que le problème anglophone a vraiment endommagé tout le monde. On ne s'en sort plus. Depuis que cette histoire a commencé, les choses ont tellement changé. La vie est tellement devenue difficile ici en Banga. Le plantain même que tu pouvais trouver à 1000 francs, aujourd'hui tu vas trouver le même plantain dans les 2000, 2200. La vie est devenue tellement dure. Les maisons même ont augmenté, les bailleurs ont augmenté le prix des loyers. La fermeture de la gare ferroviaire de Mbanga et les dégâts collatéraux nés de la crise anglophone, ces 2 facteurs mis ensemble ont tué tout un pan de l'économie locale, source de recettes pour la municipalité du coin. Ici, l'un de ceux qui doivent être même particulièrement préoccupés par ces populations en question, ce sont mes populations, ce sont mon électorat. Et si mes populations ne se portent pas bien, point de vue économique, c'est la grande douleur, c'est moi qui la ressens. Si la ville de Mbanga n'est plus que l'ombre d'elle-même, au regard de ce triste tableau, sa population et ses élus locaux ont à cœur de voir la crise anglophone vite trouver solution et le train resiffler pour un nouveau départ socio-économique de la ville de Mbanga.
Et le phénomène de surcharge dans le département du Mungo ne cesse de prendre de l'ampleur. Conducteurs et passagers, au mépris de tous les dangers qu'ils courent, justifient cet acte soit par le manque de moyens financiers, soit par la recherche de la recette journalière. Jacquino Moulon, Xavier Foka. Le phénomène de surcharge sur les motos est devenu monnaie courante dans le département du Mungo. Pour le même voyage, les conducteurs prennent 3, 4, voire 5 passagers à la fois. Pour se justifier, ces passagers pointent la conjoncture. C'est économique, parce qu'au lieu de 200 que je devais payer, quand on me bat, je paye 150 ou 100 francs. Ils sont pressés d'aller et le problème d'argent, ils n'ont pas d'argent pour payer. Donc, ils préfèrent qu'on bâche pour diminuer le taux de transport. Certains des conducteurs justifient cette pratique devenue normale pour presque tout le monde par le prix du carburant qu'ils jugent trop élevé. La surcharge leur permettrait donc d'amortir les dépenses. Nous sommes obligés de le faire parce que nous n'en sortons pas. On prend un litre de carburant presque à 700 et on prend Banga jusqu'à Moyoka à 100 francs. La raison pour laquelle nous n'en sortons pas. La raison pour laquelle nous sommes obligés de bâcher. Et quand nous bâchons, on trouve qu'on s'assort un peu. D'autres, qui ne sont pas propriétaires de moto, doivent assurer la recette et trouver leur gagne-pain, quel que soit le prix à payer. La moto ne nous appartient pas. Au pays, il n'y a pas de travail. Et quand on a l'occasion de trouver la moto, on est obligé de porter 3 personnes, 2 personnes, 5 personnes, et pour avoir la recette normale de la journée. On court des grands risques, mais on est quand même dans la tête que bon, il faudra rouler normalement. À longueur de journée, élèves et travailleurs s'agrippent en surnombre sur ces motos, qui roulent sur des routes pour la plupart en très mauvais état, au mépris des risques qu'ils courent. Des habitudes nées de l'ignorance. Les gens ne sont pas civilisés, ne connaissent rien. Ils sont ignorants. C'est l'ignorance qui les fait surcharger les gens. Parce que si tu portes 2 personnes pour aller à ma bonne personne, on doit te donner 1000 francs. Quand il y a un accident, tu as plus de 300 000. Ils vont abandonner les accidentés, même les motos, fuir. Les passagers doivent prendre connaissance des conséquences de la surcharge en cas d'accident. Surtout sur le plan de la législation. Je n'aime pas le bâchement parce que même d'abord la sécurité, il n'y en a pas. Les accidents, s'il va avoir choc, la moto qui est bâchée et celui qui n'est pas bâché, le choc serait plus grave pour celui qui est bâché. En cas de sinistre, l'assureur prend en charge les 2 plaques qui étaient assurées. Les restes ne sont pas responsables. Faire cesser le phénomène de surcharge relève de la sensibilisation, de la prise de conscience des masses et surtout de l'action des pouvoirs publics. La construction de l'hôpital gynéco-obstétrique est loin d'être terminée à Ebolova. Pourtant, c'est un projet prioritaire du plan d'urgence triennal lancé en 2015. 4 ans plus tard, l'hôpital gynéco-obstétrique n'est pas opérationnel. Les travaux ne sont toujours pas achevés. Roger Takala, Donald Briskamgan. Sur cette maquette, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ebolova dans le sud, tel que rêvé par le gouvernement. Sur le site du projet Angalan, le chantier est avancé certes avec des bâtiments sortant de terre, mais les populations d'Ebolova n'ont qu'un seul vœu, que la formation hospitalière de référence en gestation soit livrée. Le sud a un seul virus, les travaux et les chantiers inachevés. Et donc l'hôpital gynéco en paie les frais aujourd'hui parce que l'ancien ministre avait fait toutes les promesses du monde sans pouvoir atteindre l'objectif. Pour comprendre cette impatience, il faut remonter l'histoire de ce projet. Il est initié en 2015 dans le cadre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance dans son volet santé. Après 3 dates de livraison annoncées, la structure sanitaire est toujours attendue. En raison du non-paiement des décomptes de l'entreprise adjudicataire du projet, les employés comme ce jeune ont dû observer plusieurs grèves pour salaire impayé. J'ai bossé, j'ai travaillé, mais 1 semaine, 2 semaines, il n'y a pas de salaire, 1 mois, 2 mois. Comme votre agent, il faut utiliser les méthodes qui ne sont pas bien. La violence et tout et tout. Si on n'a pas encore terminé le projet, je ne pense pas que le plateau technique pour que l'hôpital entre dans son état de fonctionnalité, ce n'est pas pour demain. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ebolova, c'est 15 milliards de francs CFA de budget. Il est le projet pilote du volet santé du plan d'urgence triennal
était censé inaugurer la construction de 8 hôpitaux de référence dans 8 chefs-lieux de région, les régions du centre et du littoral non considérées. Le ministre de l'Enseignement supérieur procède en ce moment même à l'installation du nouveau recteur de l'université de Douala. Le professeur Jacques Famdongo appelle le professeur Magloire Ondoa à faire preuve de probité et d'équité dans le travail et surtout initier un dialogue avec ses collaborateurs. Le professeur Magloire Ondoa hérite donc d'une université en proie à de multiples crises. Il remplace le professeur Xavier Etoa, démis de ses fonctions. Et du sport à présent dans ce journal. Match pour la 3e place de la CAN 2019. Nigérians et Tunisiens croisent le fer ce jour au stade Al-Salam du Caire. Enjeu d'une confrontation pour 2 équipes qui se sont déjà rencontrées plusieurs fois en phase finale de la CAN. En 7 matchs de classement disputés, le Nigeria n'a concédé aucune défaite. Décryptage de l'affiche avec Jean-Paul Chouniat. L'élimination précoce du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte a laissé des traces et la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique à ce sujet est scrutée par les anciens lions indomptables. Jules Denis Onana et Vincent Onganji, des cuvées 1990 et 1998 de l'équipe nationale de football, trouvent justifiée la sortie de Narcisse Mouelé Kombi. C'est une bonne chose, je l'ai bien accueilli. Nous avons souvent eu l'occasion de rencontrer les instances du football camerounais pour leur suggérer au moins d'essayer de commencer à faire confiance aux valeurs locales qui pour nous peuvent tenir cette équipe. La sortie du ministre montre que on a vu un mal quelque part. Et quand on a vu un mal quelque part, il faut le soigner. Et moi, le conseil, ce serait juste que ça aille jusqu'au bout. Parce qu'en ce moment, on a toujours eu des décisions comme celle-là, mais les mêmes choses ont continué à se produire. Pour eux, non seulement les reproches faits à Clarence Seedorf sont fondés, mais en outre, il faudrait aujourd'hui un ancien lion indomptable à la tête de cette équipe. Je crois qu'il y aura une remise en cause, il y aura des chamboulements et nous souhaiterions que la personne qui remplacera Seedorf soit un ancien lion, quelqu'un qui connaît le football camerounais, qui y a vécu, qui y a grandi et qui connaît toutes les composantes. C'est qu'à leur sens, c'est à l'entraîneur de tenir son groupe, ce qui n'a pas été le cas avec Clarence Seedorf. C'est bien fondé. Si déjà nous avons suivi le ministre qui a été rejeté à un certain moment, le ministre quand même, le ministère des Sports, c'est une institution donc, qui est la tutelle de la Fédération camerounaise de football. Et si le ministre arrive et qu'on dise qu'on ne reçoit pas le ministre, à un certain moment, ça devient un problème. Que la personnalité de l'entraîneur permet de régler beaucoup de choses. Lorsqu'un entraîneur est accepté par tout le monde et reconnu pour son savoir-faire, il y a la pointe qu'il faut. Je peux citer des entraîneurs qui ont pu tenir le groupe, qui l'ont tenu fermement et avec qui on a eu des résultats. Pour autant, il n'est pas question pour ces anciens lions indomptables de remettre tout à plat. Il existe un potentiel qu'ils appellent à canaliser. Pas tout remettre à plat. Cette équipe a quelque chose. L'équipe de 2017 était moins que celle-ci. Sur le plan tactique, sur le plan technique même, je ne lui donnais pas de crédit. Mais elle a gagné le tournoi parce qu'il y avait une discipline, il y avait une maîtrise du groupe. Celle-ci a un potentiel énorme. Sur le plan physique, elle dominait tous ses adversaires. Il reste maintenant les détails techniques et tactiques à donner à ce groupe-là pour qu'il puisse nous apporter un résultat. Il y a là un vrai chantier qui attend le ministre des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT dans les prochains jours. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert limogés après la débâcle des Lions indomptables. La Fédération camerounaise de football a décidé de mettre un terme à leur fonction d'entraîneur de l'équipe nationale de football. Cette décision intervient 11 mois après le recrutement du duo néerlandais. Certaines gloires du football camerounais trouvent ou accueillent très bien cette nouvelle. Nous les écoutons dans ce reportage de Gizogo.
Tout à l'heure, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont été limogés après la débâcle des Lions indomptables. La Fédération camerounaise de football a décidé de mettre un terme à leur fonction d'entraîneur à l'équipe nationale de football. Cette décision intervient 11 mois après le recrutement du duo néerlandais. Le limogeage de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert pour certaines anciennes gloire du football camerounais est une bonne initiative. Reportage. L'élimination précoce du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte a laissé des traces et la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique à ce sujet est scrutée par les anciens Lions indomptables. Jules Denis Onana et Vincent Onganji, des cuvées 1990 et 1998 de l'équipe nationale de football, trouvent justifiée la sortie des La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good afternoon once again. Good afternoon, Julian. Good afternoon to you as well, viewers. So thanks for staying with us for this second segment of the newscast. We begin straight away with news in the Mungo division of the Littoral region, where overloading has become a principal activity engaged in by commercial motorbike riders who say it is an opportunity for them to maximize income and equally curb expenditure, fuel expenditure, as transportation of persons requires to cover long distances. More in this report compiled by Immaculate Fogwe. Commercial motorcycles, popularly known in Cameroon as Bensikin, has gained ground in many parts of the Mungo division and widespread acceptance in many parts of Cameroon in recent years. Its ability to navigate narrow streets or roads unsuitable for cars is one of the many reasons for its popularity. Unfortunately, the rise has been accompanied by high insecurity rate. Motorcycles are designed to accommodate 2 people at a time, but the phenomenon of overloading is now the order of the day. To some inhabitants, the high rate of poverty in Cameroon is a raison d'être for the rising phenomenon. I'm not okay when they double us in the bike. It's just that the condition of the country. That's why it is good to buy because the petrol is expensive. To balance that, the bike people can balance the fuel. But the country is rough. The high rate of poverty is the reason why more than 2 persons board a bike. If I were to cover a distance that costs 300 francs and I don't have the money to pay, then the only solution is for me to look for someone else to board the bike with so as to reduce cost. When we overload, at least we have something tangible to buy fuel and equally take care of our family. If you see the distance that we cover daily, then you will understand it is difficult for us. Some other inhabitants describe motorcycle riders who overload as uncivilized and ignorant of the risk involved. C'est parce que les gens ne sont pas civilisés, ne connaissent rien. Ils sont ignorants. C'est l'ignorance qui les fait surcharger les gens. An insurance expert explains the risk involved due to overloading. In case of any accident, the insurance company insures just 2 persons, so the additional ones are not covered. Nonetheless, commercial motorbike riders have become inevitable for daily mobility rides. The transportation of farm outputs to markets in Melong, Bakalis has not been rosy due to the extreme deplorable nature of the seasonal roads. Most of the farm produce got bad on the way or abandoned in farms and plantations to decay. But today, the population of Melong in the Mungo division of the Littoral region smile over the bold step taken by the mayor to ensure the rehabilitation of the bridge, that's the Mwantong Bridge, and equally construction of roads to facilitate the transportation of goods from the markets to, or from the farms to the markets. Details in this report.
Their farm produce will now flexibly reach the market due to the rehabilitation of the collapsed Lelemwantong Bridge in Melong and equally tarring of most rugged seasonal farm-to-market roads by the Melong Council in the Mungo division of the Littoral region. Locals applaud this effort, noting tears have finally been wiped off their cheeks. There will be woe over woe. I don't tell how many people don't die for the. They will now have to move without the risk recorded before in all spheres. Even inundations hitting the residents during heavy rainfalls will now be over thanks to the rehabilitation of the Lelemwantong destroyed bridge and the creation of drainage channels. Il y avait une inondation, la maison était au milieu d'eau, il n'avait pas moyen d'entrer chez moi, mon mur allait tomber. C'est l'effet des pluies et le pont était gâté et il n'avait pas moyen de passer. Denizens who have been crying for help did more than thanking the mayor and the entire Melong Council by giving a helping hand where need be. But we thank you plenty for a mayor who don't come here with fulfill you. The population now hopes to farm and produce more to meet up the high demand in the markets that prevailed as a result of impassable roads. And denizens in Bamenda Chief Town of the northwest region of Cameroon have expressed relief over the collection of heaps of garbage that were abandoned at roadsides and equally major road junctions to decay as a result of the armed conflicts rocking the northwest region. And the Bamenda City Council has been unable ever since the Anglophone crisis escalated to collect and dispose the waste, as one of his trucks was burnt that was in a neighborhood in Queen Bamenda 3 subdivision. And Bostella tells us that the initiative to get rid of the decayed heaps of garbage is being carried out by an economic operator. Her report. This maize plant germinated and grew inside this garbage can with inscription BCC, standing for the Bamenda City Council. Its level of growth is telling of how long garbage has been left on this spot behind the premises of the Bamenda Regional Hospital. This liquid draining from the heap into the road is an indication the waste is decomposing. The markets, road junctions and most streets in Bamenda are littered with heaps of decomposing waste like this one. City dwellers seem to be getting along, seeing these heaps, but the odor it emits remains an enemy to all. Due to the dirty fact, it makes the people around, maybe those in the hospital, it's not good because it's beside the hospital and we have patients in the hospital. It's disturbing because customers are not coming inside the shed. The whole shed is full with flies, all flies, everywhere, flies. In a bid to relieve city dwellers, Edge Construction Company has launched a campaign to get Bamenda regain its lost glory of being the cleanest city in Cameroon. We thought at the level of Edge Enterprise that it is also our own responsibility to make sure that Bamenda town should assume a clean city. So when we saw the mounting garbage heaps across the town, we thought that we could bring in our own little best just to make the situation better than what it was before. Our objective is to clear it off of the garbage and allow the population, the ordinary population, to be able to feel a little bit that environment that they once had. With the aid of front-end loaders, trucks and speeds, the construction company's workers cleared the garbage off the Bamenda Food and Tarinkon markets, Aziri Old and New Church junctions, Nkwen and other neighborhoods within the city of Bamenda to the admiration of its inhabitants. It's better now. The company, led by Tachang Pius, has so far cleared over 8 tons of garbage. The sigh of relief will be short-lived as on daily basis, the garbage keeps mounting. Although garbage in some neighborhoods are yet to be cleared, the inhabitants wish for now is for deeds like this one to be repeated most often, as they believe the company paid for cleaning the city has abandoned work. And microbes are a major cause of the limping economy of Cameroon. This was revealed by officials from the World Health Organization
in Douala who say when the health of the population is adversely affected, their productivity is hindered. And they were speaking in Douala recently during a sensitization meeting to ensure that the population stand up to fight against microbes. Hemin Iluga. It is a struggle engaged by the World Health Organization targeting the elimination of microbes in the form of bacteria, viruses and parasites. According to the experts, it is a reality which threatens the world at large. Humans and animals are all exposed. And it's very critical now that we have the same drugs being used in humans and in animals and even in crops. And so when those drugs are used, we need to be very prudent in how we use them, because the organisms that are being exposed to those drugs can actually resist the drugs, and they can also infect humans and animals, and also can remain in the environment. Also better elaborated on, the health experts and representatives of the World Health Organization emphasized on worrying symptoms recurrent in humans as a result of microbe resistance. And people maybe you've experienced it, that you have a diarrhea, you get the same treatment you got 3-4 years ago, but you don't get well. It might not be that you have a problem. It might be that the agent that is causing your diarrhea is actually resistant to that treatment. And we are seeing a lot of these treatment failures in tuberculosis, in diarrhea, in HIV, even in animals. It is evident a nation's poor health state inevitably fragilizes the economy of a country. It is thus with these remarks that the actors prone unity in the struggle at the level of nations. We want to fight against antimicrobial resistance. We have to be together, and we talk about tripartite here. But tripartite, One Health, it is actually much more than just the tripartite. It is forecasted actually that if we don't do anything about the AMR, it will be much worse economically. Worthy to note, this initiative by the World Health Organization went operational in 2015, leading to the subsequent training in African countries on the well-being of humans and animals. The new rector of the University of Douala is currently being installed into his functions by the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famdongo. The minister has instructed the incoming rector, Professor Magloire Ondoa, to be fully engaged in his duty and facilitate dialogue with the staff he has to manage or work with. And he takes over from outgoing rector, Professor Francois Xavier, at the time when the image of the university has been tarnished by chronic crisis. And in sports, today we'll see Nigeria crashing against Tunisia in the third place for the third place of the 2019 AFCON, and both teams are mobilizing ahead of the tournament or competition or clash that will take place at 8 p.m. today, and finals of the 2019 AFCON will be played. That will be Friday between Senegal and Algeria. That's it for this 12 p.m. Balingwa newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do take the rendezvous at 4 p.m. Julienne, on se revoit à 16h. Vous l'avez dit, Innocent Nazé, le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.